Connaissez-vous réellement ce qui est arrivé à Mobutu Sese Seko? Laissez-moi quelques minutes vous raconter son histoire. Mobutu Sese Seko est né le 14 octobre 1930 au Congo belge, à Lissala, un village situé sur la courbe du fleuve Congo. Fils d'Albéric et de Marie-Madeleine, il appartient au bandit, l'une des 250 ethnies que compte la colonie. Grâce à une femme belge qui emploie son beau-père, le jeune Mobutu apprend à lire et à écrire le français. Après plusieurs années, il entre dans une école missionnaire, mais sa vie bascule une première fois en 1950 lorsqu'il est enrôlé dans la force publique, l'armée coloniale belge. Là-bas, il apprend à obéir, mais surtout à diriger et à manœuvrer dans ce système colonial. Travailleur intelligent et surtout à l'aise avec les autorités belges, il monte rapidement les échelons. En 1955, il devient sergent, un grade le plus élevé, désormais accessible à un Congolais. Après un an, Mobutu quitte l'armée coloniale. Il obtient un brevet de secrétaire comptable et commence une carrière de journaliste, travaillant pour des journaux favorables aux colons. C'est dans ces années-là qu'il fait la rencontre qui va changer sa vie avec Patrice Emery Lumumba. Très vite, les deux hommes deviennent amis. À la fin des années 1950, la situation devient explosive. Une crise économique frappe la colonie et les tensions sociales dégénèrent à une violente émeute, notamment à Léopoldville en 1959. C'est dans ce contexte que la Belgique accepte d'accord en 1960 à l'indépendance de la colonie. Mobutu devenu proche conseiller de Lumumba, il participe aux discussions. Les Belges acceptent finalement l'indépendance du Congo à condition que le pays conserve des liens politiques et économiques avec la métropole. Mobutu ne le sait pas encore, mais sa vie s'apprête à basculer. Le 29 juin 1960, le roi Baudouin atterrit à Léopoldville pour participer aux célébrations de l'indépendance. Il est accueilli par Joseph Kasavubu, élu président, et Lumumba, premier ministre. Le lendemain, le roi Baudouin prononce un discours devant une assemblée de Congolais rappelant les bienfaits de la colonisation. Mais quand vient le tour de Lumumba, tout change radicalement. Alors que le roi parlait d'un Congo construit par la Belgique, Lumumba voit dans ces mots la négation de 8 décennies de souffrance. Mais c'est pas parce que le pays devient indépendant que tous les problèmes disparaissent instantanément. Bien au contraire, les deux hommes à la tête de l'État ne s'attendent plus. Joseph Kasavubu et Lumumba. Quelques semaines après l'indépendance, les soldats congolais se multiplient contre leurs officiers qui sont restés belges malgré l'indépendance. Mobutu, alors l'un des rares à avoir une expérience militaire, est alors promu dans l'urgence au grade de colonel et nommé chef d'état-major par Patrice Emery Lumumba. Lumumba espérait que Mobutu saura rétablir l'ordre et sauver la jeune démocratique congolaise. Ce dernier réussit à ramener l'ordre, mais au prix d'une pression brutale. Et après, un autre événement survient au sud-est du pays. La province du Katanga, l'une des plus riches en minerais, décide de faire la sécession. À la tête de la rébellion, Moïse Tshombe, proche des milliers d'affaires belges, ne veut pas voir les richesses minières du Katanga lui échapper. En quelques semaines, l'indépendance tant espérée se transforme en guerre civile. Et c'est justement au milieu de ce chaos que Mobutu va tirer son épingle du jeu. Le 5 septembre 1960, Joseph Kasavubu accuse Lumumba des dérives autoritaires et d'avoir rapproché le Congo à l'Union soviétique. C'est alors que Mobutu entre en jeu. Il fait arrêter son ancien camarade et le place en résidence surveillée. Dans la foulée, Mobutu neutralise les institutions et installe un gouvernement sous le contrôle de l'armée. Mais un problème survient. Les leaders de l'indépendance restent extrêmement populaires. Pour Mobutu et ses soutiens occidentaux, Lumumba devient un danger. Le 27 novembre 1960, Lumumba tente de s'enfuir pour rejoindre ses partisans, mais il est rapidement rattrapé par les hommes de Mobutu. Le 17 janvier, Patrice Emery Lumumba est assassiné au Katanga. Cette élimination sert aussi les intérêts des États-Unis. Les Américains craignaient Lumumba jugé trop près de Moscou, transforment le Congo en allié soviétique. Grâce à une aide financière et matérielle américaine et belge, Mobutu modernise son armée et écrase plusieurs rébellions, notamment celle de Pierre Moulele à l'est du pays. Durant cette période, Mobutu s'est forgé une image de chef de guerre, participant parfois lui-même aux opérations militaires. Quand la guerre civile prend fin, il devient un héros national, même s'il doit encore partager le pouvoir avec Kasavubu. C'est bien lui le nouveau homme fort du régime. Le 24 novembre 1965, Mobutu lance son second coup d'État. Fragilisé par 5 années de guerre, le président et le premier ministre Évariste Kimba ne persistent presque pas.
Désormais, le Congo n'a plus qu'un seul visage, celui de Mobutu. Aux yeux des puissances occidentales, Mobutu devient la personne idéale pour défendre leurs intérêts en Afrique centrale. C'est pour cette raison qu'elles vont les soutenir pendant des décennies. Mobutu, devenu président, il décide alors de tout changer. Le Congo devient le Zaïre afin d'effacer les traces de la colonisation belge. Plusieurs villes sont renommées, la monnaie changée, l'hymne national aussi, et il ordonne même l'abandon des prénoms chrétiens. Lui-même abandonne le nom de Joseph Désiré pour devenir officiellement Mobutu Sese Seko, ce qui signifie le guerrier tout-puissant et éternel qui laisse les faits derrière lui, à qui rien ne résiste. Le Zaïre devient un État parti unique, dirigé par le mouvement populaire de la Révolution, créé en 1967. Avec ce parti, le maréchal Mobutu écrase les opposants et se présente comme l'héritier de Lumumba qu'il proclame l'héros national. En quelques années seulement, il passe du statut de militaire opportuniste à celui de père de la nation. Mais Mobutu a aussi de nombreux opposants et il va s'en charger brutalement. En 1966, profitant du week-end de la Pentecôte, Mobutu fait arrêter l'ancien premier ministre Evariste Kimba et 3 autres anciens ministres. Le lendemain, devant une foule immense, les 4 hommes sont pendus publiquement. Rapidement, d'autres figures disparaissent. Moïse Tshombe, Pierre Moulele, des prisonniers politiques parfois sont embarqués dans des hélicoptères avant d'être jetés la nuit dans le fleuve Congo. Pendant ce temps, Mobutu et ses proches accumulent des fortunes immenses, villas sur la côte d'Azur, châteaux en Belgique, voitures de luxe et comptes bancaires à l'étranger. Dans les années 80, Mobutu devient l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Pourtant, pendant ce temps, l'économie du Zaïre s'effondre, les routes se détruisent, les hôpitaux manquent de moyens et la corruption envahit tous les pays. Mais grâce aussi à son immense pouvoir, il peut aussi organiser en 1974 à Kinshasa les célèbres combats entre Mohamed Ali et George Foreman. Mais au début des années 1990, l'ordre mondial change. La guerre froide prend fin et les États-Unis n'ont plus autant besoin de Mobutu. Washington suspend une partie financière de son aide au Zaïre. En même temps, le prix du cuivre, l'une des principales richesses du pays, chute fortement. En 1993, Bill Clinton devient président des États-Unis et critique publiquement le régime de Mobutu. Puis, arrivé en 1996, Laurent Désiré Kabila et ses hommes lancent une grande offensive vers Kinshasa avec le soutien des Rwandais et des Ougandais. L'armée de Mobutu, mal entraînée, mal payée et minée par la corruption, s'effondre rapidement. Après plus de 31 ans au pouvoir, Mobutu comprend que son régime touche à sa fin. Affaibli par le cancer de la prostate et très malade depuis plusieurs années, il tente de négocier avec Laurent, mais les discussions échouent. Le 16 mai 1997, Mobutu fuit le pays. Il quitte d'abord Kinshasa pour Badolit avant de partir en exil au Maroc. Et le 17 septembre 1997, Mobutu meurt à Rabat à l'âge de 66 ans, emporté par un cancer de la prostate. Il laisse derrière lui un pays ruiné par la corruption, une économie détruite, des infrastructures abandonnées et un pays épuisé par plus de 3 décennies de dictature. Voilà son histoire, Chocho.